fois personnel et familial, dans un univers qu'on ne comprend pas toujours bien, tellement il est compliqué, divers, émouvant qu'est celui des jeux. Donc on va profiter à la fois de son histoire personnelle et de ses vues de l'intérieur sur cette industrie automobile. C'est un homme qui est arrivé ici, la première année de sa présence ici, le chiffre d'affaires c'était 1,5 million et les pertes 500 000 $, c'est ça. Et maintenant c'est 750 millions de dollars de chiffre d'affaires avec des profits de... On ne dit pas. C'est intégré. C'est ça, c'est intégré dans le groupe. Avant ça, le mois prochain, c'est Michel ou Michael Amar qui sera là. Inscrivez-vous si c'est possible, si ça vous est possible, pour dire que vous venez. C'est le site dbf.com. Le site dbf. Ça a changé, avant c'était dbf. Le site de dbf. Donc, profitez-en, s'il vous plaît. Alors voilà, Laurent, tu es né où et quand? À Rennes. À Rennes, c'est un breton. À Rennes en 1967. C'est un jeune homme. Ouais. Et tes parents étaient commerçants. Tu m'as dit que ton père faisait des fruits et légumes en gros, et que ta mère, après l'avoir aidé, a fait un commerce de vin au détail. C'est ça? C'est ça. J'ai grandi dans un, on appelle ça le magasin. Il y avait beaucoup de sacs de patates et de champignons. Et donc on faisait des belles cabanes avec des sacs de patates vides et des caisses de laitue. Et ensuite j'ai eu la chance d'aller aider ma mère pendant de nombreuses années dans le magasin de vin. Donc c'était dans le même magasin en question. Comme mon père s'est associé après avec quelqu'un d'autre et il a agrandi un peu son affaire, le magasin était libre et puis mes parents louaient et puis ça s'est pas bien passé avec les gens qui étaient là. Et donc ils ont trouvé que ma mère avait le sens des affaires, donc ils lui ont demandé si elle voulait reprendre. Et donc elle a fait un petit peu avec ces gens-là qui étaient des exploitants d'une franchise de vin. Et puis après elle s'est séparée d'avec eux et on a vraiment commencé à voir la boutique grandir. Et donc j'ai passé pas mal d'années en rentrant de l'école le soir, j'allais vendre du vin le week-end. Tu conseillais, tu me dis qu'à 14 ans, tu donnais des conseils. Ouais. Des conseils. En fait, quand tu es dans une maison où il y a du vin tout le temps, parce que l'obligation est que tu saches ce que tu vends, donc il faut en goûter en permanence. Donc j'avais donc l'avantage d'être... et en France, à partir de 14 ans, on a le droit... On avait le droit. Maintenant c'est plus le droit. On avait le droit de boire de l'alcool, donc j'ai participé à la dégustation de nombreuses choses. Et ce qui était bien d'ailleurs, parce que ça permet de découvrir. Aujourd'hui, j'adore le vin et je le fais avec... Qu'est-ce que tu préfères comme vin? Je préfère le vin français. Je préfère le vin français. Oui, non, mais bien sûr. Bien sûr, ça va s'en dire. Mais dans les vins français... j'ai un attachement pour le Médoc. Ouais. Voilà. Et les vins de Loire, non. Le Rhône. Je bois assez facilement de tout. Oui, mais je préfère Saint-Estèphe, Saint-Émilion, Saint-Julien. C'est bien. T'as vu les Chinois qui font monter les prix? Oui, c'est dommage. Pour l'instant, ils font monter les prix que des grands, mais ils sont nombreux et ils vont acheter le reste aussi. Donc tu as fait ça. Oui, donc j'allais conseiller des gens, alors que j'étais tout jeune, j'allais conseiller des gens pour savoir ce qu'ils allaient boire le soir avec leur civet de lapin. Et qu'est-ce que tu conseilles le civet de lapin? Le civet de lapin, je conseillerais un Bourgogne. Ouais. Donc tu m'as dit que de temps en temps, ta mère disait bah, je prends un mois et donc on te repassait le bébé, on te repassait le magasin. Ah oui, c'est ça. Donc le sens du commerce commence en apprenant à dire bonjour et au revoir aux clients, les remercier et puis leur donner des conseils. Et effectivement, d'être capable, au bout d'un moment, de prendre la boutique. Donc je me souviens plus, je te disais tout à l'heure,
je sais plus si c'est 18 ou 19 ans, mais de me retrouver pendant un mois tout seul au magasin. Donc des fois, il y avait une dizaine de gens qui arrivaient en même temps et il fallait bien servir tout le monde. Et puis à la fin de la journée, il fallait faire des comptes et faire la caisse. Donc tu apprends vite à être responsable avec ce qui se passe, faire un peu d'inventaire pour être certain d'avoir les produits à vendre. Alors tu m'as dit que tu as un frère plus âgé, de 6 ans de plus âgé que toi, et que je saute un peu en avant, mais qu'il est devenu, à une époque, il est devenu ton patron. Ouais. Alors raconte un peu. Alors en fait, c'est même, non seulement c'était mon patron, mais en fait c'est lui qui m'a forcé, entre guillemets, à aller chez Ubi, puisque mon frère travaillait déjà chez Ubi. Et je suis issu d'une famille dont les fondateurs sont mes cousins, enfin les fondateurs de Ubisoft, pardon, sont mes cousins. Il y a combien de frères là? Ils sont 5. 5 frères. Et moi j'ai que 5 cousins sans 5 frères, donc on est une famille assez restreinte. Même si c'est une famille à la mode de Bretagne, donc il y a plein de cousins à la mode de Bretagne. À la mode de Bretagne. Et bref, donc comme j'étais le plus jeune de la bande, j'avais pas vraiment envie d'aller bosser chez Ubisoft, parce que je me suis dit, si je n'arrive pas à faire ce qu'il faut, je vais passer pour le clampin du groupe. Et donc... Qu'est-ce qui te faisait penser ça, de toi? Rien de particulier, à part le fait que j'avais juste pas envie que ça se passe. Donc j'avais plutôt envie de faire autre chose. Donc j'étais parti... j'ai envoyé qu'un seul CV dans ma vie, c'était un cabinet d'agent de change. Et j'avais fait une spécialisation en finance durant mes études. Et puis je me suis dit que j'allais faire ça, gagner de l'argent facilement à la bourse. Et en fait, mon frère m'a dit, t'es bête de faire ça parce que le niveau de confiance que tu vas pouvoir avoir dans cette société-là, sera sans commune mesure avec le temps que ça te prendra pour construire la même chose ailleurs. Donc si tant est que la société peut progresser, tu pourras aller d'autant plus vite. Et c'est vrai que c'était assez vite évident parce que quand je suis arrivé, moi j'ai commencé par faire un stage déjà. Et c'est un stage de quoi? Un stage en marketing. Donc j'étais assistant chef de projet, ou chef de produit, pardon. Et ça veut dire que tu apportais des boissons dans la réunion? C'est ça. Ça veut dire qu'en fait je travaillais pour une fille qui était pas beaucoup plus vieille, c'est une boîte assez jeune, donc elle avait 3-4 ans de plus que moi. Et elle est partie en vacances et puis j'ai repris ses comptes, entre guillemets. On avait une activité à l'époque qui était d'essayer de faciliter la mise en rayon sur le marché français de gens qui faisaient des produits en Angleterre en particulier, mais des fois aussi aux États-Unis. Et donc on les aidait en insérant des manuels ou des petites feuilles avec des instructions en français à l'intérieur de la boîte. Et donc ça pouvait être aussi simple que ça. Et sinon on appelait aussi des journaux locaux comme Joystick ou Tilt pour ceux qui ont fait des jeux vidéo quand ils étaient plus jeunes, pour leur expliquer ce que faisait le jeu. Et puis donc j'écrivais moi-même les press releases, on faisait des petites pubs avec... on avait des films en 4 couleurs, là, qu'on collait, on faisait des pubs nous-mêmes, on faisait des découpages et puis on envoyait ça au tirage. Mais bref, un été, mon premier été d'ailleurs, il y avait pendant que ma boss était en vacances, mon frère m'appelle, il me dit, bon, il y a les gars de chez Infogrames qui sont en train de travailler avec énergie pour faire un produit, une compilation de jeux. Donc tu devrais essayer d'appeler les radios à Paris. Donc moi j'avais 24 ans. Donc je commence à appeler les radios et j'ai trouvé les gars chez Fun Radio, qui était la deuxième radio à l'époque en France, qui sont trouvés à être intéressés. Enfin, deuxième radio pour les jeunes. Hein. Et parce qu'il y avait RTL qui était beaucoup plus gros évidemment, et qui se sont trouvés intéressés. Donc j'ai fait la première compil Fun Radio et ça a été notre meilleure vente de l'année en fait. Donc pour le coup, j'étais un héros. Ils t'ont pas viré? Non, mais surtout ce que je veux dire par ça, c'est que c'est mon frère qui était responsable de les vendre. Il m'appelle, il me dit, il faut que tu trouves un truc là. Donc après, j'arrive et je dis, bon, j'ai appelé Fun Radio, je vais voir Yves, qui est aujourd'hui donc le CEO de Ubisoft. Je lui dis, bon, les gars de Fun Radio sont intéressés, est-ce qu'on peut faire Yves Guillemot. Et donc effectivement, si je ne l'avais pas connu avant, est-ce qu'il m'aurait laissé faire? Peut-être. Sans doute d'ailleurs parce que Yves est assez ouvert et assez rapide sur les bonnes idées. Mais c'est vrai que c'est plus facile. Donc voilà, une chose en entraînant une autre après, j'ai pu avoir d'autres opportunités pour continuer à démontrer que je pouvais gagner des sous à la société.
Mais qu'est-ce qu'il voyait en toi? Je pense qu'il m'a envoyé ici parce que... Non, qu'est-ce qu'il voyait en toi? Qu'est-ce qu'il voyait en moi? Ouais. Oui, pour te donner des responsabilités comme ça, qu'est-ce qu'il voyait en toi? Peut-être une capacité à lui faire gagner de l'argent, justement. Parce que parce que je suis dynamique, énergique. Voilà. Ouais, je pense que c'est une volonté d'aller bien faire, d'aller faire un travail d'entrepreneur, d'aller savoir relever ses manches pour aller vendre des produits. Encore une fois, on est dans un métier de commerce surtout à l'époque, un métier de commerce avant tout. Après, on a évolué vers une société de création, donc on fait les produits, mais enfin, il faut quand même aussi les vendre. Donc, je pense ce qu'il a vu en moi assez vite, c'est que j'allais pouvoir développer du chiffre d'affaires. Alors, parlons un peu de l'entreprise, que j'ai été frappé du caractère très familial, enfin c'est comme disent les Américains, extended family, hein, de l'entreprise. Il y a les frères Guillemot, donc il y a tes 5 cousins, qui sont tes 5 cousins. 4, ouais. Enfin 5 cousins, oui. Il y a ton frère et toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le... Il y en a quelques-uns d'autres. J'ai rencontré un ancien Ubisoft tout à l'heure dans le couloir là. Il y a Christophe, un autre cousin. Il n'y en a pas tant que ça en fait. Mais le caractère familial d'Ubi, je pense qu'il est plus dans la façon dont la société a progressé, enfin évolué. Il y a un des caractères de la boîte qui est que dans le groupe exécutif, dans le directoire exécutif board, de la société, on est 5, et donc il y a Yves, et les 4 autres en fait, qui sont ses frères, parce que ses frères ne travaillent pas dans la société. Parmi ces 5 personnes-là, moi je suis celui qui est depuis le moins longtemps chez Ubi, et j'ai fêté mon 20e anniversaire au mois de juin. Donc la boîte a 25 ans, et ce sont les mêmes personnes qui sont aux manettes en fait, depuis assez longtemps dans la boîte. Ça a des très bons côtés, ça a des mauvais côtés. Ce qu'il a fallu surtout essayer de ne pas oublier de faire au fur et à mesure des années, c'était de rester ouvert aux méthodes qui peuvent être applicables dans notre entreprise grandissante. Méthode de ressources humaines, par exemple, ça a été un vrai changement, parce que quand on est une entreprise familiale comme ça, c'est délicat de penser qu'il faut vraiment organiser ses RH plus, on va dire, à l'américaine. Donc on avait pris notamment un cabinet américain qui s'appelait Watson Wyatt pour nous aider à faire ça. Mais aussi les méthodes de marketing en particulier, où au début on fait tout en se disant là c'est une bonne idée, je pense que, qui pense que... mais quand on fait grossir les risques et les investissements, on s'oblige à prendre des gens de chez Gillette et Procter pour venir nous expliquer comment faire du marketing. Donc je pense que ça c'était des moments assez clés sur notre capacité à grossir, parce qu'on a été capable de faire venir ces gens-là sans perdre notre identité. Et sans les rejeter non plus. Et sans les rejeter non plus, bien sûr. Ouais. Ah, mais il y a plein de gens aujourd'hui, je pense que chez moi là, à San Francisco aujourd'hui, si je prends mon département marketing, parce que je suis sur le marketing, je dirais qu'il y a pas un 5e des gens qui travaillent au marketing qui sont des gens de l'industrie. Alors qu'au départ, je prenais essentiellement des gens de l'industrie pour pouvoir mieux comprendre comment pénétrer le marché. Maintenant, c'est Clorox, Procter, mec qui arrive de chez Campbell Soup, on vend de la soupe. Quelque part, on va dire qu'on vend des produits de grande consommation, on vend aussi de la soupe. Alors, à un moment donné, tu as été envoyé en Belgique pour liquider des invendus, enfin des overstocks, des stocks supplémentaires. Raconte-nous un peu cet épisode, parce que c'est celui qui va après t'envoyer aux États-Unis. Exact. Je suis parti en Belgique parce que à l'époque, les produits, et sans doute toujours aujourd'hui, les produits Nintendo dont on avait le droit de distribution avaient des manuels en français et en néerlandais. Et donc on avait de facto les droits de distribution sur les pays du Benelux, mais on n'y était pas.
Donc, au bout de quelques temps, on s'est retrouvé avec des stocks de produits. On se demandait bien ce qu'on allait en faire. Et moi, à l'époque, je faisais du marketing et puis je faisais un petit peu aussi partie des acquisitions. On décidait quels produits on allait essayer de récupérer pour les distribuer. Et donc, j'ai dit, je veux bien aller voir si on peut trouver des mecs pour des sociétés pour les liquider ou pour les vendre en Belgique. Pourquoi tu t'es porté volontaire? Parce que j'avais 25 ans et que j'avais pas grand-chose à faire de plus intéressant. Non, puis surtout, en fait, je parlais ça l'autre jour avec quelqu'un, j'ai jamais été très bon pour les études et surtout, j'ai jamais été très sage. Et et quelqu'un me faisait la réflexion des amis qui ont un enfant de l'âge des nôtres, qui me disait, t'es carré et assez discipliné. Et, ça t'a surpris. ouais, en fait, non mais ce sont des gens qu'on connaît bien maintenant. Et elle me dit, mais à quel moment ça t'est arrivé? Et je lui dis, c'est quand j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis trouvé plutôt dans une situation où ça faisait un sens pour moi en fait ce que je faisais. Alors qu'à l'école, je trouvais que c'était à peu près à tout bon à rien. Et c'est vrai, hein, que les études, ça permet d'apprendre à faire des choses et à réfléchir. Donc, mais en sortant, je me voyais vraiment comme prêt à tout, mais vraiment concrètement bon à rien. J'avais pas encore trouvé le moment où ça devenait logique. Et donc quand j'ai commencé à travailler, ça me paraissait beaucoup plus logique. Donc on avait des produits en trop, il y avait un marché pour aller les vendre. Je prends la voiture et puis j'y vais. Donc je suis parti et puis j'ai passé 5 semaines à l'hôtel, enfin dans des hôtels divers et variés. Et puis je suis allé voir, j'ai commencé, puis on ne connaissait rien du tout, donc j'ai commencé par aller voir des magasins de retail où je leur demandais où est la centrale d'achat. Donc il me donnait un numéro de téléphone, j'appelais la centrale d'achat, et puis le lendemain j'allais les voir quand ils venaient bien voir. Et donc j'ai réussi à liquider les produits, et puis j'ai réussi à prendre 15 ou 20% de part de marché sur le Benelux en 12 mois. Parce qu'on avait plein de produits, et qu'on avait juste besoin d'aller les vendre. Et donc je suis parti avec ma petite voiture, et puis j'ai ouvert un bureau, j'ai embauché 5 personnes, et puis à ce moment-là, j'expliquais, je fais beaucoup de planches à voile, et je venais de donner ma démission à mon frère qui était mon boss à l'époque, pour aller ouvrir un club de planche à voile en Turquie. Quand il m'a appelé, il m'a dit, s'il te plaît, va plutôt à San Francisco. Et donc je suis arrivé à San Francisco à la place. Parce que San Francisco, c'était quand même assez intéressant. Et ta mission, c'était... Non mais à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. En l'occurrence... C'est dans quelle année donc? 94. L'Internet allait commencer. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas d'accès à l'information comme aujourd'hui. Donc, encore une fois, dans le contexte, moi j'arrivais du Venezuela, j'avais passé un mois au Venezuela, 5 semaines au Venezuela avec les gars pour aller faire de la planche à voile. Et pour aller ouvrir un business, en l'occurrence avec le club Nathalie Simon, en Turquie, ils cherchent des gens qui savent faire de la planche, qui soient à peu près réveillés pour aller gérer les touristes qui viennent toutes les semaines, organiser avec l'hôtel, etc. Et qui soient disponibles. Donc me voilà volontaire. Et à San Francisco, je ne savais pas. Sérieux? Et il y en a. Et il y en a. Tout le temps. Il y en a 6 mois de l'année. Là, je viens d'accumuler 50 jours sur l'eau dans les 6 mois qui viennent de s'écouler là. Donc, tu as le temps de bosser quand même un petit peu. Ah ouais, mais 5 à 6 mètres de houle sous la tour sud du Golden Gate. Ouais. Ah, j'y étais, ouais. Mais je ne savais pas. J'ai juste eu la chance d'avoir ça en plus. Mais je suis venu parce que San Francisco, ça me paraissait assez exotique. Alors ta mission à l'époque c'était de venir établir une distribution. En fait, en replaçant Ubi dans l'histoire, on a commencé en vendant les jeux des autres, mais en se rendant assez vite compte qu'on allait les perdre parce que plus les autres allaient grossir et moins ils auraient besoin de nous, plus ils auraient envie de faire eux-mêmes. Donc il fallait commencer à faire des jeux. Donc on a commencé à fabriquer, à embaucher des développeurs. Ça s'est fait en plusieurs étapes, mais le vrai moment clé, c'était au début des années 90. Et donc moi je suis venu ici en 94 avec pour ambition de devenir propriétaire de notre futur en fait sur la partie distribution également. Donc on faisait les jeux et maintenant on allait aussi le faire jusqu'au bout de la chaîne pour le plus gros marché. Donc ma première année ici, quand je suis arrivé, la personne qui était avant moi avait établi des relations de distribution avec Electronic Arts, avec le programme Affiliate Level.
Et elle était juste en train de transitionner ça et elle avait 13 sociétés de représentants que j'ai donc virées et j'ai pris mon cartable et j'ai commencé à aller donc, à tourner de 15 jours par 15 jours chez Toys R Us à New York. Je me suis retrouvé dans des coins paumés, voir des distributeurs, comme c'est donc pour une audience pour la rigolade. Je me suis retrouvé un jour dans un hangar. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient à l'intérieur du hangar en question, mais c'était dans le Midwest, au plein milieu des champs de maïs. Et le gars, il avait, je sais pas moi, il avait 2000 mètres carrés de hangar. On rentre dans son truc, et là on arrive par une espèce de labyrinthe, en plein milieu, une grosse pièce avec des canapés blancs énormes. 3 heures l'après-midi, il faisait une chaleur à crever, et le gars il m'offre un whisky. Il a 26 ans. Je me dis, mais il va m'égorger aussi, peut-être bien comme il est là, parce que vraiment, je me demandais ce que je faisais là. Et je me demandais bien ce qu'il devait faire à l'intérieur de ce grand hangar avec des fauteuils en cuir blanc. Je peux te dire. Ouais. C'est des méthamphétamines. Ouais. Moi, je pense qu'ils faisaient des films plutôt. Mais bon. Et ce gars-là, pour vous situer aussi, c'était l'avantage d'être arrivé d'une société de distribution, parce que le caractère un peu bandit des distributeurs en Amérique en particulier, j'ai vite compris à l'éviter. Lui, comme, je sais pas, il m'avait pris de sympathie ce gars-là, et il était en train de me montrer comment il avait des stocks, mais haut comme le plafond, dans un autre hangar qui était à côté, de produits d'une société dont je ne donnerai pas le nom parce qu'ils étaient cotés. Et il me disait, là, je suis en train d'entreposer les produits, là, pour le corteur. Et puis après, il m'en montre un autre, et puis il dit là, ouais, tu vois, il tape dans le bas de la caisse, il dit là, c'est du bois, là, dans le bas de la caisse. Parce qu'en fait, il vendait les produits, et puis après, il demandait des presses protection sur l'inventaire qu'il avait en trop, parce que forcément, quand il a trop d'inventaire, il manque des presses protection, parce qu'il faut bien qu'il puisse le vendre, l'inventaire, mais il faudrait qu'il le vende à moins cher maintenant. Donc, des fois, il y avait des presses protection sur du bois. Sur des produits qui avaient été déjà vendus. Voilà, sur des produits qui avaient déjà été vendus. Et effectivement, ça se conçoit, parce que sinon, s'il faut commencer à les récupérer chez tous les matchs-pro de guidon dans le milieu de Midwest, on n'a pas fini. Donc l'idée, c'est d'arrêter de leur vendre et d'essayer de passer en direct avec des sociétés de retail et d'avoir moins de distributeurs, ce qui a été donc ma politique et surtout mon agenda. Donc je suis venu ici pour ça, pour établir une distri. Donc tu es arrivé en 94, donc ça fait 17 ans. Et donc maintenant, tu nous as dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires c'est 750 millions, le chiffre d'affaires du groupe Ubisoft, par comparaison. La guidance financière aujourd'hui, qui est donc publique, doit se situer au niveau d'1,5 milliard en dollars. Après, en l'occurrence, elle est en euros, mais les fluctuations de la monnaie font que. Donc ce que tu gères, c'est la moitié du groupe. À peu près, oui. Ce qui est, historiquement, en fait, on a plutôt été dans les 40%, et on a, enfin même, c'est bien moins que ça quand j'ai commencé ici, mais je dirais que depuis un certain nombre d'années, on a pris une bonne vitesse de croisière, on était dans les 40 et quelques, et l'an dernier, on était déjà pas loin, ouais, on devait être à 50. Bon, ici, tu es marié, tu as deux jumeaux de 7 ans. Tu veux rentrer en France? Non. Enfin, je dis non, j'en sais rien. C'est pas une question de non. Si on te propose d'être patron du groupe. Je pense pas. Non. Non, si je rentrais en France, ça serait plus parce que j'ai envie de continuer à faire découvrir à mes enfants ce qu'est l'éducation française. Ils vont au lycée français aujourd'hui. J'ai jamais été trop branché sur la carrière. Je me souviens d'une chose qui m'avait marqué ici au début quand je suis arrivé. C'était que si j'avais pas été le boss de la boîte, j'aurais sans doute pas voulu rester. Parce que on est très très vite jugé sur mais qu'est-ce que tu fais? T'as ta carte là. Donc c'est assez désagréable et je trouve qu'il y a beaucoup trop fort sentiment sur la progression, la carrière. Moi, ça n'a jamais été mon truc. Mon truc, c'est d'aller casser des murs. Et ici, j'en ai trouvé plein et je me suis bien amusé, mais de rentrer pour une opportunité de business, je ne pense pas que je ferais ça. Okay. Et il y a plein d'autres pays où aller aussi, il n'y a pas que la France. Et
la Chine. Là, j'irai pas non plus. Parce que... non, mais J'irai pas parce que je pense que c'est un pays qui manque de respect. Pourtant, il y a des murs. Ah, il y a des murs à casser aussi, ça c'est clair. Non, mais il faudrait que je te présente le fondateur de Logitech, Daniel Borel, qui a fait de Logitech une société importante parce que il s'est installé en Chine très tôt. Ah mais je dis pas qu'il faut pas y être, hein. J'étais à Chengdu il y a 15 jours. Hein. Donc, au contraire, là on parle de... Est-ce que moi, Laurent de Toc, j'irai en Chine? Non. Quand je dis respect, c'est pas... c'est juste que c'est... ne serait-ce que dans la rue. Tu marches dans la rue, ça se pousse. Ah oui. J'ai pas besoin de ça. Ah oui, moi, à l'aéroport, dans la file d'attente à l'aéroport, je me suis fait pousser par une dame vieille, au moins 10 ans de plus que moi, qui me bousculait pour ça. Et alors, je ne sais pas ce qui m'a pris, je l'ai poussé de l'autre côté, et qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Parce que c'était normal. C'était normal alors, ça m'a impeccable. Je vois ce que tu veux dire. Et est-ce que tu irais au Brésil? Ouais, parce qu'il y a du vent. Voilà. Il n'y a pas que ça. Hein. Non. Il y a plein de choses intéressantes. On fait des bons business. Pardon, oui. On fait des bonnes affaires. C'est un pays qui est en explosion. Ça fait longtemps qu'ils sont soi-disant en explosion, mais là, je pense qu'ils vont y arriver. En Inde? Je suis jamais allé. Je sais des endroits où il y a du vent. Ouais. Il y a de l'eau autour de l'Inde. Oui, il y a certainement du vent. Il y a de la mousson. Ouais. Et donc, tu as 47 ans, c'est ça? 4. 44 Ça viendra. Ah, oui, Et dans 20 ans, tu le vois comment? Voilà. C'est les questions, ça. Qu'est-ce que tu aimerais être dans 20 ans? Dans 20 ans, donc comme tu l'as compris, je suis assez passionné par la planche à voile. Si j'arrive encore à monter dessus et aller, ouais, mais si c'est pour aller me promener par 10 nœuds de vent, ça m'intéresse beaucoup moins. Donc j'aimerais bien faire ça. Mais tu veux pas faire autre chose que de la planche à voile, par exemple de la planche sans voile? Non, j'aime pas. J'ai essayé le surf plusieurs fois. Je fais du boogie avec mes enfants, mais c'est pas pour toi. non. Ça discute. Mais non, qu'est-ce que j'aimerais faire dans 20 ans? 20 ans, ouais, j'espère être en forme physique pour pouvoir encore être agressif dans mes activités. J'ai toujours été assez intéressé par l'immobilier, donc je pense que si j'arrêtais de bosser, arrêter de bosser. C'est ce que je ferais. Je ferais un autre travail dans l'immobilier. Casser des murs. Ouais, c'est ça, casser des murs. Et non, mais aussi j'aime bien le côté créatif de cette affaire-là. Et c'est ça qui est fascinant dans les jeux vidéo d'ailleurs, hein, c'est que dans les jeux, on a des gens qui sont brillants techniquement, on a des artistes et on a des commerçants. Et pour faire à la fin un produit qui est presque un produit à la mode, en fait. Et donc ça fait un mix de population qui est vraiment appréciable, c'est-à-dire qu'on a plein de gens qui sont des ingés. Il y a combien de gens avec qui tu as un contact assez régulier ici, dans ton organisation? Des gens que tu vois assez fréquemment, je ne parle pas de... Quand tu vas, j'imagine que tu as des gens sur tout le territoire, ça tu les vois moins souvent, mais à San Francisco, il y a quand même des personnes sur place. On est 350 ici. Voilà. Mais en fait, on n'est pas nombreux ici parce que ça coûte cher de faire des jeux ici. Donc on a pris l'option de ne pas en faire. En fait, je dis une bêtise, on est en train d'en lancer un, bon, ça peut être intéressant de parler juste après, mais il y a 6000 et quelques personnes chez Ubisoft. La production de jeux, c'est un métier vraiment industriel qui requiert beaucoup de ressources du capital humain. Et donc ici, en fait, on est vraiment peu nombreux. Et on fait un jeu qui sort dans 15 jours.
qui est un jeu où on va apprendre aux gens à jouer de la guitare avec une vraie guitare. Pour ceux qui ont vu leurs enfants jouer à Guitar Hero ou à Rock Band sur des guitares en plastique pendant des dizaines et des dizaines d'heures, maintenant vous allez pouvoir leur mettre une vraie guitare dans les mains et avec un peu de chance, quand ils y auront passé 50 heures, ils sauront faire quelque chose avec une vraie guitare. C'est juste... Je pourrais vous en parler pendant 3 heures de ce projet. Non mais ça je te l'avais dit quand on s'est vu avant cette conversation. Avec toi, il y en a pour 3 heures facile. Et tant mieux. Enfin, je vais te remercier pour le moment et puis je vais te livrer aux questions de l'auditoire. Une question peut-être un peu particulière, c'est, tu connais bien le domaine des jeux. Le jeu, ça crée chez un certain nombre de joueurs un peu un niveau de dépendance. Et même ça va même plus loin, parce qu'il y en a certains parmi les jeunes qui vivent dans un monde virtuel. Alors peut-être au début ils étaient un peu isolés sur leur ordinateur, maintenant ils sont plus en réseau. Est-ce que toi tu penses que... Et quand tu discutes avec eux d'ailleurs, ils te disent oui mais c'est normal, voilà maintenant comment doit évoluer la société. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu crois qu'il y a une partie de la société qui va aller vers une espèce de monde virtuel dans lequel ils vivent, un peu dissocié de la réalité? Est-ce que de façon philosophique c'est quelque chose vers lequel on va évoluer, il faut évoluer, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut plutôt lutter et essayer de les ramener vers la réalité? Alors déjà, je pense qu'il y a plusieurs questions là-dedans, parce que est-ce que les gens deviennent addicts quand ils jouent aux jeux vidéo? Étant un excessif moi-même, je pense que c'est comme tout en fait. Il faut apprendre à pouvoir faire que ça. Et ça, c'est valable pour boire du vin, jouer aux jeux vidéo, aller au casino. Je crois aussi qu'il y a quand même beaucoup de produits, et le produit dont je parlais tout de suite, là, pour le guitare, qui s'appelle le Rocksmith, est un bon exemple de ça, qui apporte aussi. C'est-à-dire que plus quelqu'un va jouer à Rocksmith, et meilleur il va devenir à jouer de la guitare. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de raison de s'arrêter. Donc pareil, s'il fait ça 15 heures par jour, il va avoir un problème. Donc je crois beaucoup au concept de real life benefits dans les jeux. Il y a un jeu qui est le jeu phare en ce moment chez Ubisoft qui s'appelle Just Dance. On va en mettre 10 millions peut-être bien sur l'année, rien qu'aux US, j'exagère, pas tant que ça, enfin bon, c'est gros. Et il y a un bénéfice réel dans ce produit-là qui est que les familles se retrouvent ensemble à jouer. Donc comme c'est un produit qui est typiquement privilégié par les adolescentes, elles ont envie d'amener toute la famille parce que tout le monde peut danser devant la télévision et que c'est rigolo. Et une adolescente qui amène son père pour avoir une activité ludique dans son salon, je pense que c'est assez rare, donc il y a un bénéfice intéressant au niveau de du groupe, de la famille, quoi. Maintenant, est-ce qu'on va être tous dans des mondes virtuels parce qu'on joue trop aux jeux vidéo ou parce qu'on joue aux jeux vidéo? On n'est pas devenus des personnages de télévision tous. Il y en a qui vont à American Idol parce qu'ils veulent devenir des stars. Bon. Il y a une moyenne de la population américaine. Dans certaines tranches d'âge, on regarde la télévision 35 heures par semaine. Moi, si j'avais des enfants de cet âge, c'est plus le cas, je préférerais qu'ils jouent aux jeux vidéo, tant qu'à faire, parce que sur moi c'est actif, plutôt d'être complètement anesthésié passivement. Ça, c'est... Puis les mondes virtuels, quand on va au cinéma, c'est un monde virtuel. Le cinéma, c'est du virtuel. On oublie ça, les gens souvenez-vous de la peur que les gens avaient de Second Life. Toute la peur qu'il y a eu sur Second Life. Et qu'est-ce que c'est devenu? Plus un sujet de peur. En quoi les réseaux sociaux et Twitter et tout ça, en quoi ça a changé le marketing pour un système de masse? On s'en sert beaucoup, effectivement, parce que c'est un moyen d'aller parler à beaucoup de gens très vite. C'est aussi un moyen d'aller diffuser de l'information de façon je cherche un mot, mais non officielle. C'est-à-dire qu'on peut vite poster un truc
sur Twitter, et puis d'un seul coup on en fait un leak, alors que c'est un leak officiel, mais ça peut être par exemple quelqu'un qui participe à un jeu, on va dire quelqu'un qui fait une voix off sur Assassin's Creed, et puis qui commence à parler du jeu. Alors là, ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que ça va très très vite à beaucoup de gens. On s'en sert aussi tout simplement pour créer des communautés, sur Facebook en particulier. Le Just Dance, dont je parlais tout de suite, il y a déjà plus d'1 million de personnes qui sont des fans de Just Dance sur Facebook. Est-ce que justement, c'est pas un style, au lieu d'avoir un message global qui se distribue à des millions de gens, en fait, on crée des milliers de communautés, chacune ayant son petit marché. Est-ce que c'est repenser le marketing, ou est-ce que c'est en fait utiliser un autre channel? Je ne comprends pas le problème du message en fait. Parce que le message il reste consistant, même s'il va sur différents endroits. Oui, il faut gérer plusieurs petites communautés. C'est pareil, il faut les créer. Ça, je trouve que c'est plutôt une opportunité en fait. C'est une opportunité parce que c'est un nouveau moyen, puis aussi c'est une opportunité parce que cette communauté-là, il lui parle. D'accord? Donc en fait, nous, ça nous permet de faire évoluer les produits. C'est ça qui est vraiment intéressant avec ces produits qui ne s'arrêtent pas. Là, avant, on vendait un produit, on disait voilà, c'est 50 ou 60 $, au revoir, et puis à la prochaine fois. Maintenant, excusez-moi, ça va te sourire. Maintenant, vous arrivez avec le même jeu à 180, mais voilà, c'est pas mal. Hein. on arrive pas, pardon? Avec le même jeu, vous faites 180 $. Donc c'est bien, dans l'absolu. En faisant évoluer le jeu, mais. Ouais, ou alors même il y a des jeux qui sont c'est gratuits. pas négatif, hein. C'est du bon business, hein. Mais... Non, mais il y a des jeux qui sont gratuits aussi. Ouais, Et ceux-là n'ont pas. Enfin, si quelqu'un décide de ne pas payer, il peut la dire. D'accord. C'était à peu près. Non, mais ça c'est parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir envie de dépenser 500 $, mais comme ils pourraient dépenser 500 $ pour aller au restaurant. On n'est pas forcés tous d'aller manger chez McDonald's la même chose tous les midis et de dépenser que le minimum vital. En fait, je pense que c'est une évolution intéressante du métier qui est que comme on donne aux gens de plus en plus des choses qui peuvent être adaptées à leur expérience, que nous en fait c'est ça qu'on fait. Notre métier, on est des marchands d'expérience. D'accord? Donc après si quelqu'un décide d'aller plus loin et de faire de dépenser plus d'argent, pourquoi pas? Mais les jeux, en fait, la vraie différence, c'est que maintenant, les jeux sont gratuits aussi. Alors avant, ils étaient gratuits pour ceux qui les pirataient également. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais on peut jouer aux jeux gratuitement, et ça nous permet d'être plus en contact avec le joueur pour lui faire évoluer son expérience, parce qu'on change le jeu au fur et à mesure. Quand je dis avant, on donnait un jeu, on disait voilà 50 $ à la prochaine fois, on avait commencé à avoir un petit peu d'informations avec ceux qui jouent online pour savoir s'ils finissaient les jeux. Et le nombre de gens qui ne finissent pas les jeux, c'est hallucinant. Et ça, justement, on arrive à faire avoir un pourcentage de plus en plus petit. Ouais. Les gens finissent les jeux parce qu'on les rend plus évolutifs. Maintenant, on a l'information. Et avec les jeux qui sont free-to-play, on fait évoluer le jeu entier. Tu avais une question, Laurent, une question beaucoup plus légère, j'ai vu qu'on partageait la même passion. Tu navigues avec quelle marque? Soyons sérieux quand même. J'ai des planches fanatiques et des voiles Etsy. Et toi? Je suis ambassadeur nage. Donc, tu navigues où? On en parlera après. C'était pour une question. Est-ce que on partage la même passion des jeux. Petite question sur les dernières évolutions. Donc, on a un IPO de Zynga qui se présente avec une marque de capitalisation qui sera possiblement aussi élevée que d'Ubisoft. x10. Non, les chiffres ont été revenus, on réfléchit dessus. Mais EA a acheté Playfish, Disney a acheté Playdom. Quels sont les prochains moves de Ubisoft sur le social gaming? Alors nous, on n'est pas riches déjà, donc on ne va pas aller faire les mêmes choses que ce qu'ont fait EA et Disney. EA a pris Playfish pour 400 millions il y a 3-4 ans, 3 ans. Disney a pris... EA, il a aussi pris PopCap pour 1 milliard il y a pas longtemps. Et Disney a dépensé 720, je crois, sur Playdom. Bon, en fait, ce que je disais à Yves il y a 2-3 ans de ça, c'était que ce métier-là, je pense que c'est plutôt un métier à construire. Parce que ça coûte trop cher.
Parce que comme on est dans un environnement ici où tout le monde devient complètement zinzin sur les opportunités et que les prix flambent, et c'est même le cas au niveau des personnes malheureusement, mais c'est certainement le cas au niveau des entreprises, un gars se pointe, il a 20 personnes, c'est 20 millions. Ah bon? Mais il n'y a pas de revenus, sans parler du net, mais c'est 20 personnes, 20 millions. Donc il y a 1 an et demi de ça, en fait, je pense qu'avec 50 millions, on va réussir à créer un business qu'on devrait acheter 500. Si on était, comme les autres aujourd'hui, à les acheter. J'ai peut-être tort, hein? Sur une échelle de combien de temps? Alors, effectivement, ça peut être un problème, c'est à quelle vitesse on peut aller. Aujourd'hui, en fait, Ubisoft, on vient d'en sortir, mais on est rentré pendant quelques semaines dans le top 10 sur Facebook. On a un jeu basé sur les Schtroumpfs qui a très bien marché. On en avait avant ça basé sur la licence du show télé CSI. Et j'en ai une, en fait, sur le Facebook en particulier, c'est moi qui suis un petit peu le centre nerveux de l'activité pour Ubisoft sur le monde. On en a une demi-douzaine là, qui vont sortir dans les 8 mois qui viennent. Et je pense que si je reviens ici dans 8 mois, je ne serais pas surpris qu'on soit passé par le top 5. Et ça ne m'a certainement pas coûté 500 patates. Et pas 50 non plus d'ailleurs. Une autre question? Oui? Quel est votre jeu préféré? Mon jeu préféré de tous les temps? Pardon? Alors déjà, sur tous les temps, c'est GoldenEye, en N64. Et en ce moment, je suis vraiment tombé amoureux du jeu qui est fait chez nous, là, qui s'appelle Rocksmith. Et je pense que c'est vraiment de la bombe atomique. Pourquoi? Parce que, une fois devant, je me suis rendu compte que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, j'étais pas très grand. Je jouais à Sorcery Plus, qui t'as l'air d'être plus jeune que moi, donc c'était peut-être avant que tu sois dans les jeux. Et, donc j'ai joué pendant de nombreuses années, et il me manque quelque chose dans les jeux, le plus souvent aujourd'hui, qui est, j'ai l'impression que je perds mon temps en partie. Et ça, c'est peut-être parce que moi j'ai autre chose à faire. C'est même ça, c'est pas peut-être parce que c'est aussi beaucoup pour ça, mais bon, j'ai joué à des shooters, et puis j'ai rejoué à d'autres shooters, et puis j'ai joué longtemps à beaucoup de jeux d'action-aventure, et Mario, et Zelda, et Assassin's Creed. Ils sont de mieux en mieux, ils sont bien, mais bon, j'aimerais bien avoir quelque chose de neuf. Donc de temps en temps, il y a des jeux comme ça qui passent. Donc la première fois que j'ai mis la main sur Brain Age, je me suis dit tant que j'aurais pas 20 ans, parce que c'est le but du jeu, il fallait descendre son âge l'âge de ton âge. C'est le principe du jeu, c'est quel âge a ton cerveau. Et donc la première fois, on joue, on a 75 ans, et puis après on s'entraîne, et puis on descend à 20. Donc il y a des jeux comme ça, où on rentre dedans tout de suite, et Rocksmith, c'est ça. Je me suis retrouvé en fait, je joue de la guitare acoustique, et je veux pas d'électrique, je me suis mis devant le produit, et c'est un jeu à part entière, donc il y a une progression avec des points, et il faut s'appliquer, et puis il s'adapte à ton niveau. Donc décris-nous un peu le jeu, ça fonctionne sur quoi? Une guitare électrique dans les mains, un quarter inch jack d'un côté et une USB dans la console de l'autre. Ouais. Et quelle console? 360, PS3. Donc, à l'intérieur, il y a une mini carte son, on va dire, qui transforme les sons d'analogue en digital. Il y a une autoroute de notes qui défile sur l'écran, un peu sur le principe de Guitar Hero. Et il faut donc appuyer sur le bon endroit, sur le bon fret et la bonne corde en fonction de la note qui arrive. Et évidemment, le jeu, la magie, c'est qu'il s'adapte. Donc, quelqu'un qui est bon, il y a de plus en plus de notes qui déboulent, et quelqu'un qui n'est pas bon, ralentisse. Et donc, le jeu s'adapte au joueur, et le joueur se rend compte, après avoir fait... Jusqu'à présent, on l'a fait déjà devant, je dirais entre 150 et 200 personnes. Personne, jusqu'à aujourd'hui, n'est ressorti de là avec au moins 3 à 4 heures sur le jeu en disant « ça ne marche pas ». Tout le monde, guitariste, chevronné ou débutant, est revenu en disant « ah ouais, effectivement, ça marche. Je progresse ou j'apprends ». Donc c'est ça que tu appelles une bombe atomique. Et ça, j'appelle ça de la bombe atomique. Malheureusement, il faut avoir envie de jouer de la guitare, il faut avoir la guitare à la maison ou en acheter une, bref. Donc, il y a des barrières à l'entrée. Mais donc c'est pas un ultra mass market, mais je pense que c'est un produit qui va bien marcher
et qui va faire tourner les têtes. Et qui coûte combien? Le produit coûte 79 $, avec il y a un câble à l'intérieur, il y a un câble de 12 pieds à l'intérieur. Et on a une version qui coûtera 200 $ avec une guitare Epiphone. On a fait un deal avec Gibson Epiphone. On a une Les Paul, le premier modèle de Les Paul qui est la Junior, qui se trouve, c'est rare de les trouver, mais elle peut se trouver jusqu'à 129 $ chez Guitar Center. Nous on va la mettre dans le jeu pour 200 $ avec l'ensemble. Ok. Et ça marche sur n'importe quelle guitare électrique. Écoute, Ou électroacoustique, hein. Dès qu'il y a un plug dedans, c'est bon. Je vais te remercier là, mais je vais te livrer après au bar pour la suite de la conversation. En tout cas, écoute, je vais dire, je vais passer un très bon moment à t'interviewer parce que pour deux choses. La première, c'est que tu respires une sorte de santé affective que je trouve très réjouissante et qui est communicative. Et puis, tu es dans un métier vraiment intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je ne pensais pas que des gens auraient payé pour venir me voir. J'ai vu qu'il y avait beaucoup à manger. Donc...